Salut les sportifs, c'est Armano et je suis très heureux de vous recevoir pour un nouvel épisode du podcast Devenir triathlète. Juste avant de vous laisser entendre les messages habituels d'introduction et notamment le petit message d'Olivier qui fait la pub de Ohana, la marque de textile de triathlon qu'il a lui-même créée il y a quelques années, eh bien je voulais m'excuser pour la qualité audio de l'épisode que vous allez entendre aujourd'hui. On a dû être agile, on a eu des petits soucis techniques, on a perdu un épisode qui aurait dû être diffusé ce mardi 11 octobre et du coup, eh bien, on a enregistré dans la foulée un épisode avec notre invité du jour. Lohan a été super, mais là aussi, on a eu des petits soucis, donc la qualité audio n'est pas à la hauteur de ce que vous avez l'habitude d'entendre. Malgré tout, les propos de Lohan sont là. J'espère que tout ceci sera audible et si jamais vous avez des questions complémentaires ou même si vous voulez nous faire des retours sur l'épisode en lui-même, sur le contenu de l'épisode, sur la qualité sonore de l'épisode ou même des suggestions d'évolution ou de questions à aborder ou d'invités à recevoir pour les épisodes futurs, n'hésitez pas à venir sur les réseaux sociaux Devenir Triathlète, à nous faire un petit coucou, nous envoyer un petit message et puis si ce n'est pas déjà fait, eh bien allez sur Apple Podcast ou sur Spotify, mettre des étoiles et des commentaires, ça nous aide à nous améliorer et à être découvert. Voilà, j'ai fini avec ce long message. Je vous laisse avec Olivier qui vous présente la marque Ohana et puis le petit message d'introduction et place à l'épisode du jour. Salut les sportifs. Salut, c'est Olivier. Aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de Ohana. On le mentionne souvent sur le podcast, mais qu'est-ce que c'est ? C'est une marque de textile de triathlon que j'ai créée en 2019 alors que je cherchais moi-même une trifonction. Impossible de trouver quelque chose à mon goût et surtout dans quoi je me sente suffisamment à l'aise pour enchaîner les 3 disciplines pendant plusieurs heures. J'ai alors décidé de créer ma propre trifonction, puis je l'ai perfectionnée et comme elle plaisait pas mal autour de moi, j'en ai créé une marque. Et avec le temps, la gamme s'est développée sur chacune des disciplines. La majorité des produits sont conçus avec des matériaux naturels ou recyclés en Europe. Alors si vous voulez tester la marque ou si vous êtes tout simplement curieux, rendez-vous sur www.ohana.boutique. La taille ne convient pas ? C'est pas grave, les retours et échanges sont 100% gratuits. Petite anecdote, la marque a été créée via une campagne de crowdfunding en 2020. Ça veut dire qu'on conçoit et on perfectionne chaque produit avec nos athlètes. Donc si vous avez des commentaires, des suggestions ou des questions, écrivez-moi sur la page contact du même site www.ohana.boutique. Ça s'écrit OHANA.boutique. Je serai ravi de vous lire. Et maintenant, place à l'épisode. Prêt pour un nouvel épisode ? Alors, juste avant, je vous invite à aller faire un tour sur devenirtriathlète.com/commande. Vous pourrez retrouver notre livre sous la direction d'Olivier à 7 mains. On s'est mis autour d'une table pour vous proposer le meilleur pour savoir comment devenir triathlète, comment progresser en triathlon et enfin comment performer en triathlon. Je vous donne rendez-vous à la fin de cet épisode pour quelques derniers conseils. Allez, c'est parti pour devenir triathlète. Salut les sportifs, c'est Armano et vous êtes sur un nouvel épisode du podcast Devenir triathlète. Aujourd'hui, on va à nouveau franchir des frontières, mais en tout cas, la personne qui est de l'autre côté de la France, mais qui est toujours à mes côtés pour ce podcast, c'est Olivier de Scooter, le fondateur de la marque Ohana. Salut Olivier. Salut Armano. Et cette semaine, nous avons comme invité une personne qui réside côté suisse, si je ne m'abuse, à savoir Lohan du Voisin. Salut Lohan. C'est exact. Salut. Bon, il y a des choses qui trompent pas, hein. J'ai entendu le Sajou tout à l'heure. J'ai l'habitude de coproduire un podcast avec un Helvète aussi, et j'ai l'habitude de cette expression-là, donc je connais aussi. Tu vas pouvoir nous en dire plus justement sur toi et puis sur ton attachement avec la Suisse, puisque la tradition dans ce podcast, c'est de laisser le micro à notre invité pour les premières minutes pour qu'il ou elle se présente. Donc, Lohan, dis-nous tout. Qui est Lohan du Voisin ? Donc effectivement, je viens de l'autre côté de la frontière, donc la Suisse. J'ai grandi dans le canton de Neuchâtel, au Val-de-Rue. Et puis, c'est un peu là aussi où j'ai commencé à faire du sport. Donc, j'ai commencé un peu on a toujours fait du sport en famille. Et puis, à l'âge de 10 ans, j'ai fait quelques années d'athlétisme. Et puis, après, j'ai commencé le triathlon vers 15 ans dans un club à Neuchâtel. Et puis après, je suis partie du côté de Lausanne, donc dans le canton de Vaud, pour effectuer mes études de physiothérapeute. Et puis donc actuellement, j'habite à Vevey. On vient de s'installer à la Tour de Paix, donc juste à côté.
Et puis, c'est vrai que c'était aussi un choix assez stratégique parce qu'il y avait un super team. Et puis pour le triathlon, c'est vrai, il y a des bons encadrements, des bons entraîneurs dans la région. Donc, c'était aussi une bonne occasion d'un point de vue sportif de se déloger un petit peu de mon canton de Neuchâtel. La Tour de Paix, ça me parle, hein. Ça me rappelle le semi-marathon de Lausanne, si je ne m'abuse. C'est le point Exact. de demi-tour pour le marathon et le point de départ pour le marathon. Et c'était un bon moment que j'avais passé quand j'avais couru là-bas. Trop bien. C'est vrai qu'il y a le marathon, il part depuis Lausanne et puis vous venez jusqu'à la Tour et puis après le retour pour ceux qui font l'entier. Ouais. Top. On va découvrir un petit peu la Suisse avec toi. Et puis il y a aussi quand même une particularité aussi, parce que c'est vrai que bon, tu l'as dit, hein, tu fais du triathlon, on va revenir dessus, mais tu t'es quand même spécialisé en une discipline assez particulière du triathlon, euh, à savoir le cross triathlon. C'est quelque chose que tu as découvert vers quel âge? Enfin, tu fais ça depuis toujours ou bien t'as décidé de te spécialiser là-dedans par la suite? Non, en fait, j'avais commencé avec le triathlon sur route. Et puis, donc là, je faisais un peu les coupes suisses. Et puis, après, la première fois que j'avais découvert le cross triathlon, c'était à la Vallée de Joux, où il y avait les championnats d'Europe de cross triathlon. Et puis, je crois que c'était quelqu'un du club qui avait fait un petit peu de pub. Et puis, je me suis dit, ah, ça peut être sympa. En plus, j'avais un VTT, on a toujours fait du VTT, du VTT en famille. Et puis, du coup, j'étais allée faire ces championnats d'Europe. Et en plus, ça s'était super bien passé. J'avais fini deuxième en junior, donc c'était plutôt cool. Et surtout, j'avais eu trop de plaisir à faire ça. Et puis après, par la suite, j'ai découvert justement le circuit Xterra. Donc petit à petit, je faisais un petit peu les deux, des coupes suisses. Je faisais aussi un peu de duathlon et puis justement des Xterra. Et puis, mais là, je continuais vraiment pendant 4 5 ans. J'ai mélangé un peu tous les circuits. Et puis après, à un moment donné, mon entraîneur, il m'avait quand même dit qu'il faudrait choisir parce que ouais, les triathlons sur route, c'était 1 heure d'effort, alors que le cross triathlon, c'était plutôt 3 heures d'effort. Et puis après, je voulais aussi un peu faire des duathlons où c'était aussi un petit peu plus long. Et, euh, et c'est vrai qu'en triathlon sur route, vu que j'ai commencé à l'âge de 15 ans, il y a des fois où j'étais assez frustrée, ou alors oui, j'arrivais à j'ai pu me qualifier en junior pour des Coupes d'Europe, et c'était des superbes expériences, mais avec mon niveau en natation, j'arrivais jamais à sortir dans le premier groupe de l'eau, et après à vélo, enfin, c'était toujours un de mes points forts. Et puis, du coup, toutes les filles, elles se mettaient dans ma roue. Et du coup, je roulais toujours un peu toute seule sans avoir trop d'aide. Et puis, c'était souvent dur pour réussir à remonter jusqu'au groupe de tête. Donc, quand c'était au niveau suisse, ça suffisait pour aller faire des podiums. Mais après, au niveau européen, ça suffisait pas du tout. Et puis, c'est vrai qu'à côté, il y avait justement l'Xterra où je commençais gentiment à prendre mes marques. Et puis, j'avais vraiment trop de plaisir à essayer de m'améliorer, surtout pour le VTT. C'était super fun. Et puis, ouais, j'ai rapidement vu que la natation, elle n'avait pas la même place dans cette discipline-là. Et, euh, et puis, et après, en parallèle, il y avait aussi au niveau de mes études, j'avançais, je voulais faire physio. Et puis, et après, quand je suis partie justement sur ces études de physio, et je me suis dit c'est la bonne occasion pour me lancer totalement dans l'Xterra, faire beaucoup plus de courses. Et puis, ça me permettait de progresser en natation et dans les deux autres sports, d'évoluer aussi et puis de développer d'autres capacités physiques, donc totalement complémentaires avec la route. Et puis justement après, même si je sortais moins bien de l'eau en Xterra ou en cross triathlon, ça a tellement moins d'impact, qu'on peut avoir tout autant de plaisir, parce que c'est vrai qu'à force de faire les courses un peu depuis l'arrière, c'est pas toujours très très motivant. Je savais que si je faisais une moins bonne natation, tout le reste de la course était quand même compromis. Donc voilà un peu pourquoi je suis arrivée au cross triathlon. Et puis après, j'ai toujours aimé le jeu qu'il y a sur la route. Donc pour moi, depuis l'année prochaine, j'aimerais gentiment aussi revenir un peu le triathlon sur route et puis essayer de combiner les deux circuits. Ok, super. Et on va revenir aussi un petit peu dessus, hein. Qu'est-ce que c'est le triathlon cross? Même si je pense qu'il y a peut-être probablement beaucoup d'auditeurs qui savent, mais on va quand même revenir dessus. Tu dis aussi, alors si tu fais une mauvaise natte, c'est un peu compromis.
on fait allusion au drafting parce que une fois qu'en fait, si t'as pas pris le groupe de tête, du coup, c'est un peu compromis parce qu'effectivement, tu parviens pas à le rattraper et eux, ils font du drafting. Ce qui est le cas sur des courtes distances, évidemment, la réflexion n'est pas la même sur le long. Ouais, effectivement, sur le long, c'est très différent. Donc, c'est pour ça que souvent, on a tendance à dire que les mauvais nageurs ont plutôt intérêt à aller se mettre sur du long, parce que justement, il n'y a pas cet effet-là. Et puis en plus de ça, bon, la natation est quand même, représente une partie moins significative en termes de proportion par rapport au reste. Donc voilà, moi, c'est mon cas, je sais que je suis mauvais nageur, donc je me suis dirigé plutôt vers du long, voilà. Mais voilà, après, les mauvais nageurs, ils peuvent aussi se diriger vers du triathlon cross. Exact. C'est vrai que ça a aussi beaucoup moins d'impact sur le cross triathlon. Et puis après, on peut aussi avoir, enfin, il y en a qui vont nager aussi super bien et puis enfin, je pense que c'est pas forcément de se dire ouais, je nage pas bien et puis je vais sur le long ou sur du cross triathlon. Je pense que ouais, c'est juste par rapport à l'envie des résultats qu'on a envie d'avoir. Bien sûr, encore une fois, hein, c'est dans une logique de performance. Tout le monde ne fait pas du triathlon pour aller rechercher nécessairement de la performance ou faire un meilleur chrono ou quoi. En tout cas, un meilleur classement. Ça peut être aussi juste pour battre ses propres temps. C'est vrai que je me souviens en Normandie quand j'ai rencontré Francky Batelier, qu'on a déjà eu dans les premiers invités sur ce podcast-là, qui est quand même champion d'Europe de Xterra à l'époque. Il nageait quand même très 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 bien, et ça n'a pas empêché aussi de faire des bons temps sur Xterra. Du coup, je pense, Olivier, tu voulais en venir à demander à Loane, qu'est-ce que c'est finalement que le Xterra, même si on en a déjà parlé dans ce podcast, peut-être qu'on peut faire un petit rappel. Donc l'Xterra, je pense que ça cross triathlon. Cross triathlon, ouais. Je pense que je vais définir les deux en même temps parce que souvent ça se confond un petit peu. Donc l'Xterra, je pense que ça fait un peu plus de 25 ans que ça existe, donc le label. Et puis bon, après on va déjà commencer par un peu différencier l'Xterra et le cross triathlon. Donc à savoir que l'Xterra c'est comme une entreprise, c'est comme Ironman qui a monté son propre circuit, mais à la base le circuit officiel des fédérations de triathlon, c'est le cross triathlon. Et puis donc là, actuellement, on a seulement les championnats d'Europe et les championnats du monde de cross triathlon. Mais il n'y a pas d'autres circuits. Et puis alors que l'Xterra, ils ont leur propre circuit, ils ont environ, enfin, en Europe, c'est là où c'est où le nombre de courses est le plus dense dans l'année. Mais il y a environ une course par pays. Et puis après, c'est le même principe un peu que l'Ironman. Et pour les age group, il y a un nombre de tickets qualificatifs par compétition pour essayer de se qualifier pour la finale des championnats du monde qui était jusqu'à l'année dernière à Maui, donc sur Hawaï. Et puis cette année, ça a été délocalisé. Ils ont voulu un petit peu mieux répartir les cartes, notamment pour des questions financières pour les élites, pour éviter aussi un peu les taxes, parce qu'il y avait une grande partie des athlètes qui venaient quand même d'Europe. Et puis pour nous, ça nous faisait plus de trajets au niveau de l'acclimatation. C'est vrai que il faut être bien à l'avance. Et puis, et après, on avait quand même une taxe de 30% sur les prize money, ce qui n'est pas le cas quand c'est en Europe. Donc, c'est vrai que c'était aussi un des points qui a fait qu'ils ont délocalisé un peu la course. Donc maintenant, là, cette année, c'était à Molveno, dans les Dolomites en Italie. Et puis, ça va y rester en tout cas une année, peut-être une année supplémentaire. Et ensuite, ils aimeraient changer tous les 3 ans environ de lieu pour la finale sur l'Xterra. Et puis, après, les principales différences entre cross triathlon et Xterra, donc c'est les mêmes concurrents. Par contre, c'est vrai que sur le cross triathlon, le VTT est un petit peu moins technique. Souvent, ça peut être un peu plus roulant. Et puis, les distances sont légèrement plus courtes sur un cross triathlon que sur un Xterra. Sur un cross triathlon, on va être aux alentours des 2 heures, alors que sur un Xterra, on s'approche souvent des 3 heures d'effort. Et puis, 3 heures pour les meilleurs. Ouais. Et puis, sur l'Xterra, c'est vrai que la principale différence, c'est quand même les 30 kills de VTT où maintenant, on a quasiment partout au moins 1000 mètres de dénivelé, alors que sur l'année dernière, il y avait 300 mètres de dénivelé sur les championnats du monde de cross triathlon. Et puis, sur cross triathlon, c'est 1 km de natation, 20-25 de VTT, et puis 6 en course à pied, alors que sur l'Xterra, c'est toujours 1,5 km, 30
voire 35 de VTT pour l'Xtra France 40 et puis 10 de course à pied. De manière générale, les parcours, en fait, dès qu'on fait du cross, bah, forcément, par définition, les parcours sont beaucoup moins standards. Oui, oui, clairement. C'est ça, c'est des terrains accidentés. Après, la course à pied, ça, c'est toujours sympa, autant sur l'Xterra que sur le cross triathlon. C'est quand même, c'est pas du trail où, comme on voit maintenant, ceux qui font de l'ultra trail, ils doivent marcher la moitié du parcours. Là, c'est vraiment des terrains où on peut courir, où on peut quand même avoir une certaine vitesse sur la course à pied, ce qui est assez satisfaisant. Donc, c'est vrai que c'est toujours, oui, il y a de la technique, il y a du dénivelé, mais on peut toujours avoir une certaine vitesse sur ces parcours-là. Oui, c'est un peu plus comme ce qu'on appelle le cross, en fait, tout simplement, où on est sur un parcours Exact, ouais. Mhm. plus ou moins. C'est pas du trail très technique avec de la descente où on doit mettre les mains par terre, etc. Mais bon, c'est quand même, comme tu dis, accidenté. Avec des belles relances à chaque fois et des efforts très intensifs. Enfin, moi, je me souviens, j'ai fait un petit peu de cross à l'époque et bah, au niveau départemental et régional, et déjà, moi, j'explosais complètement sur la fin. C'était des trucs hyper. Enfin, tu montes hyper haut dans les tours, quoi, très, très vite. Donc, c'est un effort très particulier. Et donc, du coup, ouais, le cross triathlon, effectivement, c'est peut-être un peu plus similaire au cross qu'au trail, en fait. Oui, oui, c'est vrai que c'est assez similaire. Et puis, ouais, on peut même comparer des fois l'effort enfin, on compare à celui qui est fait à VTT, donc c'est beaucoup moins linéaire. Inversement à du triathlon sur route où là c'est vrai qu'on va chercher à travailler beaucoup au seuil et puis parce qu'au niveau de la fréquence cardiaque on sera toujours dans une même zone alors que c'est vrai que là sur le cross triathlon ça aussi on monte très haut et après on descend quand même assez bas dans certaines descentes donc il y a toujours un peu cette variation de rythme cardiaque et puis au niveau de l'effort être capable de reproduire ça après enfin de s'entraîner en conséquence pour reproduire ça lors des compétitions. Et alors, je sais pas, hein, peut-être, enfin, c'est peut-être le cas ou non, tu me diras, mais genre, en tout cas en cross, moi j'ai l'impression qu'il y a aussi un côté, en fait, tu dois trouver le bon moment pour dépasser, parce que parfois tu es dans des chemins qui sont relativement étroits. Bon, c'est pas du single track tout du long, mais voilà, parfois c'est difficile de dépasser parce que justement c'est étroit, il y a les branches, t'es un peu entre les buissons. C'est le cas aussi en cross triathlon? Oui, alors après, ça dépend des parcours, mais c'est vrai qu'il y a toujours certains endroits où clairement on peut pas dépasser. Après, c'est jamais comme ça sur toute la course, mais c'est vrai que on sait que quand on entre dans une partie de single, eh ben, qu'il faut soit avoir dépassé avant, et puis même après pour l'alimentation, il y a certains parcours il y a seulement 3 endroits sur la boucle où on sait qu'on peut s'alimenter en étant ouais, serein, parce que c'est vrai que enfin, inversement à un triathlon sur route où là, on peut s'alimenter presque sur tout le parcours. Là, sur le cross triathlon, c'est vrai que c'est important toujours de reconnaître ça les jours avant la course. Et du coup, tu nous disais tout à l'heure que tu avais découvert ou tu t'étais mise au cross triathlon après un premier début de carrière sur le triathlon classique, le triathlon sur route. Si je calcule à peu près bien, ça fait une dizaine d'années finalement que tu es dans le triathlon. Pourquoi est-ce que finalement tu as à nouveau envie de revenir au triathlon sur route? Est-ce que c'est pour retrouver un petit peu plus de régularité dans l'effort, comme tu nous disais tout à l'heure, versus le cross triathlon où c'est tout le temps beaucoup de relance, beaucoup de cardio, ou est-ce que c'est pour aller tester un petit peu la performance, aller chercher la gagne sur d'autres épreuves ou tout simplement pour te tester aussi? Ouais, je pense qu'il y a plusieurs éléments. Déjà, c'est vrai que moi, j'adore la route, enfin le vélo sur route. Ouais, j'adore ça. Et puis, je m'entraîne beaucoup, même pour le cross triathlon avec mon vélo de route. Et puis, donc, pour ça, c'est vrai que j'aimerais aussi beaucoup retourner sur la route. Et puis après, il y a pendant la course, c'est vrai qu'on est toujours en groupe, on est toujours en pack. Et puis, il y a un peu cet effet de jeu qu'on retrouve des fois un peu moins sur le cross triathlon parce que vu que c'est aussi des efforts plus longs, il y a quand même plusieurs moments dans la course où on est assez seul. Et, et c'est vrai que là, sur la route, on est toujours en groupe. Et puis, c'est super. Ouais, le challenge qu'il y a, et ben, ça me manque un petit peu. Et puis, et après, ouais, moi, j'adore aussi la course à pied. Et puis, de pouvoir faire des 10 kills forts derrière, et ben, ça, c'est aussi plaisant, justement, d'avoir cet effort assez lisse, assez soutenu.
Et donc, pour ça, j'aimerais retourner sur la route. Et puis après, c'est vrai qu'il y a aussi toujours un peu, pas un sentiment d'inachevé, mais j'ai dû faire un choix à un moment donné, vu que je voulais aussi faire mes études. Et puis, c'était aussi ça où j'ai fait le choix de faire mes études et de faire le cross triathlon. Mais à côté de ça, au niveau de l'entraînement, on a gardé, et puis on a beaucoup travaillé sur la natation, et puis c'est le but dans les prochaines années de encore beaucoup travailler sur cette natation-là. Et c'est vrai que quand je nageais 5 fois par semaine pour le cross triathlon, ça me sert à rien, mais je le faisais parce que je savais que je voulais retourner sur la route. Et puis, qu'il faut que j'aie un bon niveau en natation pour ça. Et en termes de volume d'entraînement, c'est moins d'entraînement sur le cross? Parce qu'il y a peut-être un peu plus de technique? Non, je pense pas. Enfin, ça dépend des filles, je pense. Mais Mais je veux non, dire, si on prend, enfin, tu n'auras pas la réponse exacte, hein, mais je veux dire, si on prend, je sais pas, le top 100 route et cross, et tu regardes la moyenne, tu vois, du nombre d'heures d'entraînement par semaine, tu crois que c'est pareil entre cross et route? je pense que c'est réparti de manière différente. C'est vrai qu'il y a beaucoup, ouais, en mixed il y en a plein qui aiment pas nager. Et ça, je pense que c'est quand même une réalité. Et, et puis, donc, qui nage peut-être 3 fois, 4 fois 1 heure dans la semaine, et puis ça suffit pour, je sais pas, si quelqu'un il s'entraîne 15 heures, eh bien, il nage 3 fois 1 heure, il court 3 fois 1 heure, et tout le reste, ça se fait à VTT, parce que c'est là où on passe le plus de temps dans la discipline, et puis c'est là où on a le plus à gagner finalement. Donc, ouais, peut-être que c'est réparti différemment les heures de la semaine en fonction des disciplines. Ce qui est intéressant parce que en triathlon, enfin en triathlon sur route, en tout cas, on pense pas forcément à ce rapport, s'entraîner plus sur le vélo que sur la course à pied ou sur la natation. Enfin, la natation, ça reste toujours un impondérable et ça demande toujours beaucoup de volume d'entraînement. Mais c'est vrai que j'ai pas l'impression qu'on fasse souvent la différence entre les heures sur le vélo et les heures sur la course à pied. Alors que sur le cross triathlon, là, tu nous dis vraiment le maximum d'effort, il est vraiment à mettre sur la partie VTT, quoi. Oui, c'est vrai que sur la route, eh ben, ouais, mon coloc qui essaye de se qualifier pour les Jeux sur la route, il fait tous les jours les 3 disciplines, et puis justement, il varie pas forcément ouais, justement, il ajuste pas le nombre d'entraînements par discipline en fonction du temps passé dans l'épreuve. Mais moi, je pense que c'est clairement à VTT. En fait, il faut passer tellement d'heures pour être bien. Et puis, il faut faire le volume avec le vélo de route, parce que à VTT, on fait clairement moins de kilomètres. Donc, toute la période hivernale, elle se fait principalement sur le vélo de route, voire en cyclocross. Il y en a pas mal aussi qui font justement du cyclo en hiver. Et puis, et après, en été, il faut quand même ouais, passer pas mal de temps pour entraîner la technique. Ouais, je pense qu'il y a plus d'aspects dans l'entraînement à entraîner avec le VTT, donc ouais, dans l'Xterra, que par rapport à la route, où au final, ils font ouais, des grosses séries. Mais c'est vrai que si on sort bien de l'eau en natation sur le triathlon sur route, après, le vélo, il n'y a pas besoin d'avoir ouais, il faut juste être capable, enfin, je dis juste, mais ouais, il faut être capable de tenir le groupe, mais sinon, il n'y a pas besoin d'être capable de rouler tout seul, alors que là, sur Xterra, on doit être capable justement de maintenir un bon rythme soutenu en étant seul. C'est intéressant aussi ce que tu dis parce que c'est vrai que souvent pour les triathlètes sur route, la période hivernale, c'est synonyme de home trainer, mais aussi de VTT. Et pour vous, pour les cross triathlètes, c'est plutôt le contraire. C'est l'été, on va faire la technique en VTT, et l'hiver, on va passer sur la route pour faire du volume. Donc c'est assez intéressant. Ouais, après, je pense que ça dépend des philosophies des entraîneurs, mais c'est vrai que c'est pas en été, peut-être qu'on va faire ça hors des périodes des courses, ou qu'on remet un bloc un peu volume, et ben là, on reprend un peu le vélo de route, mais sinon, on le roule pas tant que ça, le vélo de route, alors qu'en hiver, qu'il faut un peu faire des kills pour préparer la saison estivale, là, c'est important de faire du home trainer. Et puis, c'est vrai qu'un peu à l'opposé des triathlètes, sur route qui font, ouais, c'est vrai, plutôt du cyclo peut-être en hiver, et puis qui font un peu de VTT pour varier un peu, et puis pour travailler leur technique. Ouais, et puis pour avoir fait un peu de compète en VTT, en général, quand t'approches d'une course, t'évites quand même d'aller faire trop de technique.
parce que tu n'as pas envie de te ramasser une gamelle T'as pas envie de finir avec un avant plat. ta course. Non, mais c'est vrai. Alors qu'en route, bon, là, tu fais t'as ta période d'affûtage avant la course, mais c'est tout, tu vois. Tu as beaucoup moins cette variable-là parce qu'en VTT, voilà, il n'y a rien à faire. Tu te prends beaucoup plus de gamelles en VTT que sur un vélo de route, quoi. Oui, c'est vrai. Après, je pense que, enfin, clairement, moi, en été, je travaille aussi beaucoup la technique à VTT, même s'il y a des risques de chute. Après, je prends pas les risques maximaux comme peut-être comme en hiver, où là, on va tester un peu des nouveaux parcours pour essayer d'entraîner des nouveaux passages. Mais par contre, il faut quand même être capable de prendre un peu des risques sur des parcours techniques en été pour se sentir vraiment bien sur son vélo. Oui, juste pour avoir suffisamment confiance en toi, mais sans pour autant aller Ouais, essayer d'innover. ouais. Ouais, je vois bien, je vois bien. Ça m'est déjà arrivé et c'est vrai que c'est très frustrant de dire, allez, je vais faire encore une dernière petite sortie, tu sais, pour faire rouler un peu les jambes. Mais en fait, tu t'essayes des trucs un tout petit peu trop techniques, un petit saut, tu vois, juste pour te dire, ça m'est arrivé, je faisais du cross-country olympique et j'étais allé voir la reconnaissance du parcours, vraiment la veille de la course. Et il y avait un saut et bon, j'ai voulu voir comment est-ce que je pouvais prendre le saut et je me suis planté royalement et voilà et du coup j'étais cuit et enfin j'ai pas pu faire ma course le lendemain, quoi. Donc Moi, je te voilà, rappelle que t'as c'est une pas petite besoin de variable faire supplémentaire. je te rappelle que t'as pas besoin de faire du cross-country pour te planter avant les compétitions. Oui, ça m'est T'es déjà aussi arrivé sur tombé route aussi, sur c'est tes deux vrai. derniers épisodes. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais bon, statistiquement, je pense que t'en as quand même un petit peu plus quand tu fais du VTT. Peut-être, oui. Et c'est marrant justement cet attrait pour le cross triathlon parce que bon, ok, en Suisse vous avez les paysages qui vont bien, surtout du côté de Lausanne. Après la Suisse est quand même pourfendeur de pas mal de triathlètes sur route de haut niveau et de triathlètes femmes sur route de haut niveau. Donc est-ce que c'était aussi une idée pour toi de te démarquer un petit peu de la norme suisse? Non, je pense pas spécialement par rapport à ça. C'est vrai que c'était pas pour faire opposition à quoi que ce soit, mais je pense juste ouais, le plaisir et puis que ouais, quand on était enfant, on a quand même toujours fait du VTT. Mon frère et ma sœur ils faisaient des compètes de VTT, donc c'était quelque chose qui était assez familier pour moi. Et c'est vrai que ouais, il y a plein de filles qui aiment pas non plus le VTT ou qui ont peur d'aller sur des endroits techniques. Donc ouais, après je pense que c'était juste que j'avais bien aimé ça plus pour le plaisir qu'autre chose. Euh, du coup, ça m'amène à une question qui est que souvent dans le triathlon, le rapport homme-femme est un tiers, deux tiers. Euh, Au niveau du cross triathlon, c'est quoi le rapport? Est-ce que vous vous sentez un petit peu en sous-nombre au niveau féminin ou est-ce que il y a autant de femmes que d'hommes qui pratiquent le cross triathlon? Alors, cross ou Xterra, on va rester sur une dénomination assez générale pour éviter de préciser à chaque fois. Ouais, je pense que clairement, on est moins aussi. Je pense que ouais, là, au championnat du monde, il y avait 60 hommes pour 30 femmes. Et donc, chaque année, depuis que j'ai commencé, en tout cas, on est toujours plus. Mais ce qui a surtout changé, c'est le niveau qui est de plus en plus dense aussi chez les hommes, où chaque année, en fait, ça évolue. Et puis, c'est chouette de voir vraiment notre sport qui évolue comme ça. Et puis, on voit aussi que quand il y a des triathlètes sur route qui viennent essayer l'Xterra et qui se disent, ouais, ça doit être plus facile, ou qui pensent que c'est plus facile, et ben, au final, ils gagnent pas. Et puis, encore l'année dernière, au championnat du monde, il y avait un triathlète sur route qui est venu. Alors oui, il est sorti bien de l'eau, mais au final, il a même pas fait un top 5. Donc ouais, et ça arrive souvent qu'il y en a qui viennent essayer. Donc pour nous, c'est aussi valorisant de voir que nos disciplines, qu'il y a du niveau. Après, c'est vrai qu'entre les hommes et les femmes, je pense que, en tout cas actuellement, le niveau, il est quand même moins dense entre les 30 femmes au départ que les 60 hommes. Oui, parce que je pense que le, chez les femmes maintenant, on est 10 où il y a un bon niveau, où c'est assez dense. Et puis après, derrière, c'est vrai qu'il y a quand même des gros écarts entre la première et la dernière, alors que chez les hommes, là maintenant, le niveau, il vient super élevé. Et puis, enfin, c'est plus toujours les mêmes qui gagnent, ou ça change aussi plus. Et puis, on voit que s'il y en a un qui est pas bien un jour, et ben, c'est plus possible de faire un top 10. Mhm, mhm.
Ouais, non, et puis enfin, c'est vraiment c'est des efforts qui sont très différents. On monte beaucoup plus dans les tours, c'est beaucoup plus explosif. Il faut avoir Mhm. cette capacité aussi de récupération très rapide, là où ouais, le triathlon classique, ou en tout cas, surtout si tu vas sur du long, là, le but, c'est la régularité, quoi. C'est le seul truc qui paye, entre guillemets, Mhm. sur le triathlon Oui, longue et distance, puis, donc c'est très différent. et puis le VTT, maintenant, il est devenu, le niveau, il est super. Là, celle qui a un peu tout gagné cette année, Sandra Mayer-Hofer, l'italienne, elle fait quatrième au championnat du monde VTT marathon. Donc, ça montre quand même que le niveau VTT, alors qu'on a trois sports, et ben, il est super, enfin, il est élevé. Ouais. Mhm. Mhm, mhm. Et donc, du coup, alors, bon, toi, ça fait quelques années que tu es dans le triathlon cross au sens général. Bon, tu as quand même quelques titres aussi, on va revenir dessus, sur tes titres et puis aussi sur les expériences, comment ça s'est passé. Tu peux revenir un petit peu là-dessus? Oui, alors c'est vrai que, je pense que c'était en deux- 2017, enfin fin de la saison 2017, j'avais pu me qualifier justement pour aller au championnat du monde d'Xterra à Maui. Et puis bon, là, j'étais en classe d'âge et j'y suis allée. Enfin, je m'étais super bien entraînée, mais sans pression. Et puis justement, je pensais pas du tout faire un podium, mais en fait, j'arrive, je passe la ligne d'arrivée et puis maman, elle me dit, ah, mais t'as gagné. Et puis je dis, ah ouais. Puis elle me dit, oui, mais t'as gagné de toutes les femmes. Je crois que tu es la première femme à être arrivée. Et puis, et du coup, là, j'avais gagné au général des age group. Et puis, suite à ça, on m'avait demandé si je voulais passer en catégorie élite. Et du coup, ça fait depuis 2018 où je cours en catégorie élite. Et puis, je pense que ouais, c'était la saison 2021 où alors j'ai fait des bons résultats chaque année, progressivement, où justement, je faisais des résultats en junior. Après, j'ai pu faire mes premiers podiums en élite. Et puis, l'année dernière, justement, là, c'était la première fois où j'ai remporté un titre en élite. Donc, c'était au championnat du monde. Et puis, et après, donc de cross triathlon. Et puis, un mois après, au championnat du monde d'Xterra, là, je termine deuxième. Et c'était derrière Flora Le Fille. Donc, c'est vrai que pour moi, c'était comme une victoire. Et puis, c'était super cool de voir qu'avec les études, ben, j'arrivais à être au final pas si loin de la meilleure actuellement au monde. Je pense que on peut le dire avec les résultats qu'elle fait sur route et puis même sur le long, elle a fait des choses pas trop mal cette année-ci. Donc ouais, ça, je pense que c'était des super résultats que j'ai fait. Et puis après cette année, ouais, je devais finir mes études et puis il y a eu un peu des hauts et des bas. Je pense que c'est pas la meilleure saison que j'ai faite. Après, ouais, tout l'été, je travaillais à 100%. Je m'entraînais le matin et le soir. Donc, je pense que je pouvais pas non plus espérer être aussi régulière qu'une autre saison. Et puis, par rapport aux autres filles, en fait, qui font que ça ou qui font ça à temps ou qui travaillent à temps partiel et qui ont tout le reste de leur temps pour s'entraîner. Et c'est vrai que moi, là, j'arrive aux entraînements et souvent, j'étais quand même fatiguée d'avoir travaillé toute la journée, surtout enfin, le métier que je fais est assez physique. Et, et puis, donc, oui, j'ai eu des résultats un peu en dents de scie. Après, sur les short track, cette année, ils ont mis pour la première année une série de short track. Donc, c'est le jour avant ou le jour après de la course principale. Une épreuve qui dure environ 40 minutes. Donc, c'est un triathlon, mais super court sur un même parcours. Donc, on fait le VTT et la course à pied sur un seul même circuit et puis qui est de 2 kilomètres ou un poil moins. Et le but, c'est justement un peu de médiatiser plus l'Xterra. Et puis, pour les spectateurs, c'est génial. Pour nous aussi, parce qu'il y a tout le long du monde. Et puis, enfin, c'est super fun. Et bah, cette année, j'ai remporté le général de cette première série. Donc après, ça, je suis contente parce que ça montre qu'il y a quand même une régularité. Et puis après, individuellement, sur des courses, par exemple, le week-end en France, j'étais super bien. Je fais 2 sur le long et puis après, je remporte le short track. Donc ça, c'était vraiment bien. Et puis au championnat d'Europe, je termine troisième. Donc, ouais, je pense que je fais quand même une bonne saison. Après, pas autant régulière que l'année dernière. Mais bah, après, il y a plein de projets un peu nouveaux qui arrivent. Là, je termine en décembre et puis après, je vais pouvoir travailler à 40%. Donc, je savais aussi que ouais, ce ne serait pas comme ça sur le long terme.
Et tu dis je termine en décembre, tu parles de tes études? Exact, oui. J'ai encore Ok. un dernier stage. Donc là, on a de la formation pratique dans les études où 2 mois par année où on travaille en cabinet. Et sauf la dernière année où c'est une fois 3 mois et une fois 2 mois. Et moi, j'ai fait la pratique cet été de 3 mois. Il me reste encore la dernière de 2 mois. Ok. Et donc là, c'est quoi? C'est physio, hein, c'est ça? Exact, kiné pour vous. C'est ça, kiné du coup. Ouais, exactement, je traduis. Ok, kiné. Et ça, c'est quoi? C'est 5 ans d'études? Ouais, alors c'est un petit peu différent. En fait, je crois que vous appelez le gymnase, c'est juste, ou vous faites le bac. Alors, ça dépend à qui tu t'adresses, parce que Hermano est français, moi je suis belge, tu vois, donc déjà, Ah, même bon, voilà. entre nous, Ah on ouais, parle pas la ok. même langue. Bon, alors en gros, il faut un bac, le lycée, en gros, qu'on fait Ouais, après les études. ouais, les Et écoles donc, secondaires, ouais, ok. exact. Là, moi, j'avais fait un apprentissage d'assistante en soins et avec une maturité professionnelle. Et après, pour faire suite, enfin, ça nous permet d'avoir le papier pour entrer en haute école. Et puis, pour moi, j'avais pas été prise la première année parce qu'en Suisse, c'est sur concours. Donc, ils prennent 50 étudiants alors qu'on est 350 à se présenter. Et puis, la première année, j'avais pas été prise. Alors, j'ai fait une autre passerelle qui me permettait d'aller à l'Uni au cas où je pouvais pas faire ce que je voulais. Et puis, la deuxième année, là, j'avais été prise en physio. Et là, c'est 3 ans l'école. Ok, d'accord, ça marche. Et donc, du coup, ça veut dire que tu as quand même enchaîné ça sur bon, 3 ans, plus encore les années de plus ou moins préparatoires, enfin, en tout cas, les années que tu avais fait avant. Euh, Comment tu faisais pour gérer les études et les entraînements? Parce que tu disais à un moment aussi, je crois que tu étais en stage, tu travaillais, tu t'entraînais le matin et le soir, par exemple. Oui, alors en fait, je pense que le plus facile presque, c'était un peu au début. Donc en fait, quand j'ai commencé le triathlon, j'ai commencé en même temps ma première partie d'études, donc pour faire assistante en soins. Et puis donc là, j'avais en gros 15 ans. Et c'est vrai qu'avant, je n'étais pas du tout scolaire. C'était jamais une partie de plaisir pour moi d'aller au cours. Mais en finissant la secondaire, je devais un peu choisir ce que je voulais faire. Et puis là, j'avais trouvé que je voulais faire justement physio. Et puis ça m'avait beaucoup motivée. Et puis, et en même temps, j'avais un peu découvert le triathlon. Et donc avant ça, je faisais de l'athlétisme, mais c'était entre les études et l'athlétisme, c'était un peu pareil. J'étais jamais très investie dans ce que je faisais. Et puis, donc là, à l'âge de 15 ans, j'ai commencé, enfin, une nouvelle école, un nouveau sport. Et puis, le sport, assez rapidement, je faisais quand même des bons résultats sur des courses régionales, mais c'était super chouette pour moi et motivant. Et puis, pareil, à l'école, ouais, je pense que j'ai aussi appris à travailler un peu. Et puis, c'était similaire tant pour le sport que pour les études. Et puis, à l'école, ça se passait super bien. Et du coup, les entraînements aussi. Et puis, petit à petit, j'augmentais le nombre d'entraînements par semaine. Et puis, après, quand je suis partie à Lausanne, là, c'est vrai que c'était un peu plus compliqué parce qu'au final, je réalisais pas tellement l'implication, enfin, ouais, l'importance qu'avait d'avoir une structure un peu stable autour de soi. Ça veut dire qu'avant, j'avais un rythme régulier où au final, même si enfin, je me levais à 5 heures pour aller nager dans le bas du canton et après je nageais et puis je prenais le train pour aller jusqu'à l'école et puis je finissais les cours à 17 heures et j'allais encore nager. Alors ça me faisait des grosses journées. Mais ouais, il y avait ce cadre. Je rentrais à la maison, mes parents me faisaient à manger, j'avais pas les lessives à m'occuper, le ménage à penser. Enfin, j'avais un peu l'esprit libéré, même si c'était des gros horaires. Et puis, et après, je suis arrivée à Lausanne et puis là, même la relation avec l'entraîneur, on était aussi plus éloignés. Euh, J'avais mon petit studio à devoir m'occuper, donc il fallait penser au ménage, à faire les courses, etc. Un peu toute cette charge mentale, si je peux dire. Et puis, et puis j'avais une nouvelle structure pour aller m'entraîner, une nouvelle école. Et puis c'est vrai que là, ça m'a pris du temps avant de retrouver un rythme et puis de se sentir bien dans ce que je faisais. Et puis je l'avais pas anticipé, j'avais pas préparé ça
je me réjouissais juste de commencer mes études, mais ouais, j'avais pas pensé justement à cette structure-là où j'allais être un petit peu déstabilisée, puis qu'il me faudrait un certain temps d'adaptation. Donc, ouais, les 2 premières années de physio, c'était compliqué. Et puis là, ça fait, je pense, 2 ans où j'ai retrouvé une certaine stabilité et puis où c'est plus facile. Surtout là où, en fait, quand on est en stage, comme tu me demandais avant, comment est-ce que ça se passe quand je travaille, ben, je pense que ouais, c'est comme pour toutes les personnes qui travaillent et puis qui veulent s'entraîner pour un objectif à côté. Donc, je me lève vers 5h30 et puis là, je fais le premier entraînement, souvent en vélo ou course à pied. Et puis, il y a un jour ou 2 jours dans la semaine où on a les entraînements en groupe de natation. Et puis après, je finis vers 17h le travail. Et puis, je pars pour le deuxième entraînement vers 18-19h. Ok. Et tu dors combien de temps par nuit? Elle dort pas. Non, enfin, j'essaie de faire vraiment attention à mon sommeil. Il me faut au moins 8 heures de sommeil. C'est Donc, hyper important ouais, ouais. et d'autant plus à ces niveaux-là. Je pense que de base, on a besoin de 8 heures. Et si tu fais du sport à haut niveau, tu en as probablement besoin plus de 9, voire 10, quoi. Donc, ouais, Ben, c'est vrai que hyper pour équilibré. ça, enfin, je sais que pour moi, enfin, si je dors pas bien ou pas assez, après, c'est vraiment dur la journée. Donc, pour ça, j'essayais aussi d'anticiper parce qu'au final, il me restait pas beaucoup de temps pour faire les choses à côté entre les entraînements. Donc, ouais, par exemple, le dimanche, je passais 3 heures en cuisine pour préparer tous les dîners, mettre au congélateur. Et puis, ouais, le samedi, j'allais faire les courses. Enfin, d'essayer un peu que quand je commence le lundi, que j'avais pas de machine à devoir faire la semaine ou bien de devoir préparer des repas parce que ça, j'avais pas le temps. Le batch cooking. Exact. Mais non, mais c'est clair. Et en même temps, en fait, c'est une contrainte, euh, mais qui t'oblige à t'organiser et voilà, et à te discipliner. Si tu n'as pas, tu vois, si t'as pas tous ces éléments-là et qu'en fait, tu as tout le temps pour faire tes entraînements, bon, bah, alors à la limite, non, mais c'est vrai, tu es beaucoup plus brouillon, entre guillemets. Tu vois, tu manges pas forcément aux mêmes heures, etc. Alors que bah, quand tu n'as pas le choix, il faut que tu sois sur ton trainer à 5h30. Tu vois, bah, tu le fais et c'est comme ça. Et tu n'as pas le temps de cuisiner. Bon, bah, ok, bah, ton dimanche après-midi, tu le passes à préparer ta semaine, quoi. Parce que, au même titre que tu dois dormir tes 8 heures minimum, bah, faut que tu manges convenablement aussi, quoi. Tu peux pas juste te commander un Deliveroo avec, tu vois, des burgers. Ça marche pas. Ça marche. Non, mais c'est vrai. Non, non, c'est vrai que ça demande d'avoir une certaine organisation. Et puis, après, on le dit, le sport, c'est quand même enfin, c'est une école de vie. Et puis, bah, typiquement pour ça, enfin, moi, je le vois bien. C'est vrai que ça m'apprend plein de choses, notamment pour l'organisation. Et puis, après, enfin, c'est utile pour toute la vie parce que, je veux dire, les familles ou celui qui reste à la maison qui doit s'occuper des enfants, c'est clairement ce genre de problème-là enfin, auquel il se trouve. Donc, ouais, je pense que l'organisation, c'est un des trucs que le sport il nous apprend, mais qui est super bénéfique Bien pour sûr. toute notre vie. Et d'autant plus dans le triathlon parce que tu es sur t'es sur 3 sports de base. Et puis du coup, c'est des organisations qui sont différentes. Enfin, tu vois, je pense que l'organisation et la gestion du temps pour un triathlète est d'autant plus importante que, tu vois, pour, je sais pas, un cycliste ou un nageur, par exemple, parce que, bon, bah, le nageur, bah, il sait qu'il va à la piscine tous les jours, voilà, c'est c'est la même chose, mais le triathlète, bah, il doit s'occuper de sa mécanique pour le vélo, il dépend des heures de la piscine, tu vois, éventuellement du stade, s'il court en stade de temps en temps, ou de la salle de gym parce qu'il veut faire tu vois, il veut courir à l'intérieur. Enfin, t'as beaucoup plus en fait, t'as encore plus de contraintes, et je pense que c'est pour ça que c'est d'autant plus important. Et d'ailleurs, c'est vrai que, tu sais, on dit parfois que le triathlon, c'est un peu le nouveau golf, entre guillemets, dans le sens où tu as beaucoup de, tu sais, t'as beaucoup de CEO et tu vois, des gens qui ont déjà des journées bien remplies, qui vont faire du triathlon parce que c'est un peu tu sais, le sport ultime, entre guillemets, où
t'es bon dans toutes les disciplines, etc. Et voilà. Mais donc, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup. Moi, autour de moi, dans des amis triathlètes ou quoi, j'en vois beaucoup qui sont des gens en général qui ont une certaine ambition professionnelle aussi. Tu vois, même des athlètes amateurs, hein, je parle, mais tu vois, qui ont vraiment envie de se donner à fond dans tout ce qu'ils font et qui ont cette discipline et cette envie aussi de réussir dans tout ce qu'ils entreprennent, quoi. Ouais, c'est vrai. Et puis en plus, souvent, enfin, par rapport à justement des gens qui font de la natation, il y a que des entraînements en groupe. Ils vont très rarement s'entraîner seuls, alors que en triathlon, que ce soit pour des élites ou des amateurs, et ben, il y a quand même beaucoup d'entraînements où c'est. Alors oui, on a le plan, on a le contenu de ce qu'on doit faire, mais finalement, si on n'a pas la motivation ni la discipline à aller faire l'entraînement, ben, on n'y arrive pas. Et puis justement, on doit avoir une certaine rigueur à se dire, on sait qu'on a les 3 entraînements là à faire. À 18h, peut-être que là, on a l'entraînement en groupe pour la natation, mais sinon, il y a les 2 autres entraînements. Et puis que si on commence pas assez tôt, et ben, au final, on n'aura pas le temps de récupération nécessaire entre la course à pied et le vélo pour être frais encore un peu le soir à la natation. Donc, c'est vrai que ça demande une discipline, mais enfin, je trouve que souvent aussi, on retrouve des gens qui sont très motivés, comme tu dis, et puis qui ont envie, et puis que ouais, justement, il y a beaucoup d'amateurs qui ont aussi justement un métier très chargé et puis avec des responsabilités et puis qui aiment faire le triathlon, mais c'est parce qu'il y a aussi cette rigueur-là qu'ils ont développée dans leur travail et puis qu'ils retrouvent dans le triathlon. Ce serait quoi tes 3 conseils d'organisation et de gestion du temps pour les triathlètes qui nous écoutent? Moi, je pense que j'adore commencer la journée avec un entraînement assez tôt. Donc, soit je fais genre juste un mini déjeuner où je déjeune pas et je pars faire le premier entraînement. Et puis, comme ça, à peut-être 10 heures, j'ai déjà fait un entraînement. Et enfin, d'essayer de en faire, si on a 3 entraînements à faire, d'en faire 2 dans la première partie de journée et puis un seul dans la deuxième ou inversement. Et puis je pense que même pour les gens qui en font un peu moins, au final, de le faire assez rapidement quand on est encore bien, quand on est encore frais, ben après, ça laisse plus de temps de récupération. Et puis, ouais, après, pour tous les triathlètes qui travaillent à côté, c'est vrai que l'organisation, essayer de faire ce qu'on n'a pas forcément le temps de faire la semaine, d'essayer de le faire le week-end, hein, clairement, pour de faire les courses le week-end, de faire les lessives le week-end, de faire un peu tous les trucs chiants, si je peux dire, le dimanche quand on a un peu plus de temps. Et puis, ouais, et puis comme ça, on profite vraiment de la semaine parce que c'est vrai que s'il y a le travail, les entraînements qu'il faut encore aller ouais, encore faire à manger pour toute la famille et tout. Enfin, ça prend un temps fou. Et puis au final, on arrive au week-end et puis on est mort et puis on profite même plus du week-end. Ouais, bon, en même temps, si tu gardes toutes tes corvées pour le week-end, je sais pas si tu en profites beaucoup. Parce qu'au final, tu Ouais, fais mais ta tu te lessive mets et à tu 2 et cuisines. ça va. Ouais, non, mais c'est vrai, c'est vrai. Faut avoir Ouais, une moitié qui est compatissante. le réveil matinal, effectivement, alors, il y a 2 avantages. Je crois que c'est Mark Twain qui disait première chose que que tu dois faire le matin, c'est bouffer une grenouille. Il y a rien de pire qui pourra t'arriver par la suite. En gros, ça veut dire bah, fais les trucs un peu chiants, les trucs que tu as du mal à faire. Bah, fais-les en premier, commence par ça et commence ta journée par ça parce que moi, ça m'est déjà arrivé parfois de me dire bah ouais, non, c'est qu'en fait, je le ferai ce midi, puis non, ben en fait, je le ferai ce soir. Et puis au final, tu te retrouves à 23h et tu te dis, ah ben merde, il faut que j'aille courir. Donc, Ça, c'est moralité, un peu le truc classique. Donc, tu procrastines un petit peu. Donc, c'est bien. C'est pour ça que c'est bien les trucs qui sont vraiment importants pour toi, tu les commences dès que tu te lèves, quoi, au petit matin. Et en plus de ça, je pense que physiologiquement aussi, c'est mieux de faire le sport le matin parce que c'est une question tu sais, c'est une question d'hormones aussi. En général, le matin, tu es plus dans un mood, justement, tu as plus d'énergie d'ailleurs, si tu regardes les performances sur les Jeux Olympiques, etc., bah, souvent, tu vois en fonction de l'heure de la journée, bah, tu vois qu'il y a une hausse des performances parce que bah, on a tendance à être plus performant à certaines heures de la journée.
Et typiquement, vers 14 heures, on a un petit down parce que, bon, on est en digestion, mais en plus de ça, c'est notre rythme circadien qui fait ça. C'est la sécrétion de mélatonine, etc., qui font que on a plus ou moins d'énergie. Et le fait de faire du sport le soir, bah, ça peut être problématique aussi pour essayer de dormir. Ouais, c'est Après, vrai. ça dépend un peu des profils, mais moralité, tu vois, si tu dois avaler une grenouille le matin au réveil, fais plutôt ton ménage et, et tes tournées de linge et tes repas le matin, hein. Comme ça, au moins c'est fait, puis après t'enchaînes sur l'entraînement. Non, ça marche pas ça comme solution. Ouais, mais ça, c'est pas important. Tu sais, ça, c'est encore autre chose. Ça, c'est la matrice Ah, d'Eisenhower où tu as l'important et l'urgent. Euh, d'accord. L'urgent, c'est de laver ton linge parce que tu en as besoin et que ça pue. Et, et l'important, c'est d'aller faire ton entraînement. Ouais. Mais donc, attends, on y revient parce que du coup, il y avait 3 tips. Le premier, c'était de se lever tôt, faire ton entraînement première chose de la journée. Le deuxième, c'est de faire tes corvées pas en semaine et tu gardes tout pour le week-end. Et le troisième, c'est quoi? Faut que j'y réfléchisse. Euh, Bon, non, mais tu nous as parlé du batch cooking aussi, hein. On peut dire que on Ouais, peut ça rentre l'inclure dans dans les le top corvées, 3, quoi. hein. ouais, mais ça va dans les corvées. Non, je pense que non, je dirais je sais pas si c'est un conseil, mais vraiment d'avoir du plaisir dans ce qu'on fait, parce que clairement, si on n'a pas la motivation, en fait, des fois, je rencontre aussi justement des gens qui travaillent, qui font leur sport à côté, mais qui kiffent pas trop, ils le font dans la routine et puis qui n'ont pas forcément de plaisir. Et puis, c'est vrai que, ben, typiquement, enfin, pour moi, j'ai trouvé mon plaisir en m'orientant plus vers le cross triathlon par rapport à ce que je voulais faire un peu à côté pour cette période-là. Mais ouais, je pense que c'est vraiment important de trouver le sport qui nous plaît et puis que c'est pas parce que le triathlon c'est le nouveau golf comme tu disais que forcément c'est bien pour tout le monde. Et puis ouais, je pense que vraiment c'est important d'avoir quelque chose qui nous plaise et puis pas de le faire par rapport au regard externe des autres, par rapport à à la prospérité d'un sport ou quoi que ce soit. Ouais, bon, après, je pense que celui qui aime pas faire du triathlon mais qui se force, enfin, à mon avis, il doit pas y en avoir des masses non plus parce que Ah ouais, non, c'est vrai que c'est tu vois, il y a un moment, c'est quand même, pas avoir envie, hein. c'est quand même lourd, quoi. Mais ok, Ouais, et tout c'est à bon, l'heure, vas-y, lui. non, je disais, c'est effectivement assez général. Moi, je trouve que ce qui m'aide beaucoup à me pousser, en fait, parce que c'est clair que, bon, faut qu'on se le dise, il y a tous des moments, même si on kiffe notre sport et qu'on est passionné, il y a tous des moments où on n'a pas envie. On n'a pas envie d'aller s'entraîner, il fait froid, il pleut, on est fatigué, on a envie de faire 1000 choses, mais pas aller s'entraîner. Moi, il y a un truc qui m'aide énormément, c'est le fait d'avoir mon plan d'entraînement et de savoir exactement, bon, en fait, cette séance-là, il faut que je la fasse parce que ça fait partie de la suite, quoi. C'est ça qui va faire que je vais pouvoir arriver aussi à mon objectif et donc de mettre systématiquement des trucs. Et moi, parfois, il y a des périodes. Là, je suis dans une période comme ça. Tu vois, j'avais un marathon là, il y a 10 jours. Et donc, j'avais encore un plan d'entraînement jusque-là. Et puis, après marathon, bah, mon coach m'a dit, bah, OK, maintenant, lève le pied, quoi. Et en fait, moi, lever le pied, pour moi, en fait, j'ai du mal à lever le pied de manière déstructurée, tu vois. Juste me dire, bah oui, je lève le pied et je vais faire du sport aux sensations, j'ai beaucoup de mal avec ça. Par contre, à la limite, tu vois, je préférais qu'ils me disent, bah, tu fais 3 fois du yoga sur ta semaine, tu vois, mais d'avoir un truc, d'avoir tes objectifs, d'avoir un programme et de savoir, OK, il faut que je suive mon programme, même si c'est un programme qui va me permettre, moi, d'être un peu plus zen et de méditer ou de récupérer, ou peu importe, tu vois, quel est l'objectif, mais j'ai besoin de me mettre un objectif et d'avoir un programme pour atteindre cet objectif-là. Bon, après, c'est quelque chose de très personnel, hein. Tout le monde souffre pas de ces problèmes-là. Mais moi, je sais que c'est quelque chose qui m'aide énormément à sortir et juste à faire mes entraînements, quoi. Ouais, c'est vrai que d'avoir un plan, c'est quelque chose qui aide beaucoup, hein. Là, moi, pendant la pause, j'ai pas de plan, mais il y a une semaine toujours où justement, où je peux quand même reprendre un peu les entraînements. Et puis la semaine un peu avant la pause où
où j'ai plus de plan et puis il me dit bah tu t'entraînes un peu quand tu as envie et c'est vrai que là je vois que c'est vraiment dur et puis que j'arriverai pas à m'entraîner sans plan parce que comme tu dis On est d'accord. ouais, les premiers jours tu as envie de faire plein de trucs et puis après en fait c'est un peu tout ou rien et du coup tu es là mais je suis en pause, je vais faire ce que je fais pas d'habitude et en fait tu arrives à la fin de ta journée déjà, enfin moi j'ai l'impression d'avoir rien fait juste parce que j'ai pas fait de sport mais que j'ai fait plein d'autres trucs, mais enfin c'est comme si quand t'as pas de ton sport t'es pas toi non plus et c'est pour ça que quand je dis de faire l'entraînement tôt au réveil, c'est aussi que tu le fais pour toi et puis que tu te sens bien et c'est des choses qui sont importantes pour toi pour être après bien tout le reste de ta journée. Alors que ouais, c'est vrai que sans le plan, et ben, des fois, tu fais d'autres trucs avant, bah, des trucs un peu comme la lessive où au final, c'est pas une obligation. Genre, tu dois le faire, mais si ça attend le lendemain, il y a personne qui est mort, quoi. Alors que. Bon, après, j'espère que tu n'attends pas ta fin de saison pour faire ta lessive quand même, parce que Si, là. si, je la mets au congélateur. Ok, et pour revenir sur le batch cooking, parce que bon, je sais pas si tout le monde connaît ça, mais en gros, c'est comme on dit en français, c'est la cuisiner par l'eau, c'est ça? Euh, bon, en gros, c'est préparé, c'est le Je crois qu'on dimanche. parle de Tu prends batch cooking aussi maintenant. Ok, bon, bah super. Euh, donc, je sais que les Français sont parfois un petit peu moins friands des anglicismes. Euh, mais ouais, bon, en fait, le batch cooking, c'est juste préparer tes plats à l'avance. Donc, une fois par semaine, tu te prends. Comment tu t'organises, toi? Bon, après, moi, je le fais un peu plus qu'une fois par semaine, mais en gros, le dimanche, enfin, je fais les plats qu'on peut pas trop mettre au congélateur pour le début de semaine. Et puis, genre, en gros, je fais une casserole où je mets pas mal de légumineuses ensemble. Je fais un petit mélange. Et après, sur une plaque, je mets plein de légumes, huile d'olive, et puis ça, je mets au four. Et puis ça, je sais que ça se conserve un peu plus longtemps. Et puis si c'est pour plus tard que le mercredi, je mets au congélateur, c'est mieux quand même pour les nutriments. Et après, si c'est des choses fraîches, genre je fais souvent un gros saladier avec un peu un mélange de légumes pour faire une salade. Et puis donc ça, c'est des choses où justement féculents et puis légumes, j'essaye de faire à l'avance. Et comme ça, le soir même, j'ai plus qu'un petit truc à rajouter pour éviter de manger, enfin d'avoir l'impression quand même de manger chaque chose, enfin toujours la même chose au repas, quoi. Je sais qu'il y en a qui font exactement les mêmes boîtes pour tous les jours, mais alors ça, moi, j'arrive pas enfin, à manger tout le temps la même chose. Après, on est un peu lassé, mais au moins d'avoir un peu une base et puis que quand on rentre de l'entraînement, qu'on puisse ouais, recharger rapidement sans devoir passer 1 heure en cuisine. Bon, après, tu peux aussi varier avec les différents produits que tu prends pendant ton alimentation, pendant tes entraînements. Donc, les bars, les gels, les shakers, ou est-ce que tu n'es pas du tout une adepte de ces aliments-là? Non, alors, ouais, les bars, ça va, j'ai des bonnes barres, heureusement. Non, les gels, je prends rarement parce que j'aime vraiment pas ça. Et puis, ouais, les shakes, en fait, enfin, je fais pas vraiment j'ai des protéines que je fais en espèce de smoothie, comme ça, je change un peu les fruits, mais ouais, je suis pas une grande fan de la. Ouais, en fait, les arômes un peu artificiels qu'ils mettent dedans, ça m'écœure assez vite. Alors là, j'ai une marque où c'est pas d'arôme, où il n'y a pas d'arôme artificiel dedans, donc ça va, mais j'arriverai pas à varier mon alimentation avec ça, quoi. Bon, l'essentiel, c'est que tu apportes suffisamment de nutriments. C'est vrai que si tu es attaché au goût, aux saveurs et aux sensations quand tu manges, il faut varier, il faut cuisiner soi-même en Ouais, général. À moins que tu aies un chef à la maison qui te prépare à manger, mais ça, c'est plus compliqué à avoir quand même. j'ai pas cette chance-là. Non, ça va, ça va. J'ai de l'aide quand même. Moi, je voulais revenir sur un point aussi que tu as très rapidement abordé tout à l'heure, c'est que tu nous dis en décembre, tu finis tes études et tu vas pouvoir bosser à 40%, donc à mi-temps. Je me posais la question justement sur la partie financement, sur la partie vie en termes de sportifs de haut niveau, parce que bah, le cross triathlon est pas encore un sport olympique. Donc, vous arrivez quand même à vous en sortir et est-ce que tu arrives à vivre de ce sport, ou du moins est-ce que tu projettes de pouvoir vivre de ce sport, ou est-ce que c'est la raison pour laquelle justement tu gardes un emploi minimum à 40%? Ouais, alors je pense que c'est vrai qu'en Suisse, de vivre de son sport, c'est pas quelque chose de facile. Après, c'est faisable. Euh, mais enfin après, voilà, je voulais toujours. Enfin, si j'ai fait toutes ces études-là, c'est quand même parce que j'aime le métier que je vais faire. Et puis pour moi, c'est important justement de finir les études et puis de travailler au moins un moment, d'exercer. Et puis aussi pour la tête, de ne pas avoir que le sport tout le temps, justement de changer. Après, moi, en physio,
pas particulièrement avoir des sportifs. Enfin, j'ai pas choisi ce métier-là pour travailler avec des sportifs. C'est plus pour d'autres aspects de la profession. Mais du coup, une des explications pourquoi est-ce que je vais travailler à 40%, c'est juste par passion et puis parce que j'aime le métier que je fais. Et après, d'un point de vue financier, quand même, d'avoir un revenu stable, un revenu fixe à 40%, ça enlève quand même une charge un peu mentale. Si je devais compter uniquement, par exemple, sur les prize money ou sur des choses comme ça, c'est vrai qu'après, on a aussi la pression pour aller aux courses et puis d'être sûr de devoir faire des résultats pour pouvoir vivre. Du coup, c'est aussi pour ça, d'un point de vue financier, je pourrais pas ne pas travailler. Ça, c'est clair. Et après, le reste, le 60%, c'est vrai que j'arrive à avoir un petit salaire avec mes sponsors. Donc, j'ai vraiment de la chance d'avoir plusieurs sponsors qui croient en ce que je fais. Après, derrière, il y a beaucoup de travail. Et puis là, si j'arrive à pouvoir faire ça, ça fait quand même plusieurs années que j'entretiens ça, que j'ai des bonnes personnes qui m'entourent pour me donner des conseils et puis qui m'aident à fournir aux sponsors des prestations de qualité, du contenu photo de qualité, s'ils veulent des vidéos, via des conférences dans les entreprises. Donc, c'est aussi tout ça que je fais un peu à côté des études. Et puis, je pense que c'était aussi pour ça où cette année-là, c'était un peu en dents de scie parce que je préparais la saison prochaine où on a dû fournir un peu plus aux sponsors pour l'année prochaine. Parce que de l'autre côté, ils me donneraient aussi plus pour à partir à partir de 2023 pour ma première saison professionnelle. Donc c'était aussi quelque chose c'est tout un travail qu'on a dû faire en amont et puis qui est clairement pas négligeable si on veut vouloir vivre de son sport. Donc, tu vois, ça aussi, c'est un point c'est hyper important et c'est un vrai métier en soi. Tu as un manager pour qui te suit ou une manager qui te suit ou tu fais ça toi-même toute seule? Non, alors en fait, ça fait 2 ou 3 ans que je travaille avec eux. C'est 360 degrés. C'est une entreprise où justement il y a plusieurs photographes et puis normalement ils travaillent plutôt pour d'autres entreprises pour faire du contenu médiatique. Mais après ils ont une petite équipe de sportifs où ils nous soutiennent et puis qui nous aident et ils nous donnent des conseils. Alors après oui, c'est un petit budget pour pouvoir compter sur leur aide, mais clairement le travail qu'ils nous font et ils font en bonne partie pour du bénévolat parce que c'est des anciens sportifs et puis pour nous c'est vraiment une chance d'avoir ces avis-là parce que clairement moi j'ai pas fait d'études dans le management et puis je suis pas une adepte des réseaux. Enfin, je passe pas mon temps libre à chercher comment avoir le plus de followers, quoi. Donc, c'est vrai que c'est toutes des petites choses où on doit apprendre, où finalement, on entend beaucoup de sportifs qui disent, ah, mais moi, j'aime pas être pris en photo. Enfin, je veux dire, quand j'étais petite, je détestais que ma maman me prenne en photo. Mais, à un moment donné, c'est un choix aussi que si on a envie de vivre de son sport, il y a aussi ce travail-là à faire et puis que c'est pas parce qu'on n'aime pas qu'il faut ne pas le faire. C'est aussi ça où en fait il y a les résultats, il y a les performances, il y a ce qu'on fait, mais de l'autre côté il faut aussi en guillemets apprendre à se vendre et puis avoir ce côté-là professionnel. Et puis c'est ça qui fait la différence. Et je pense que c'est aussi ça qui fait que certaines entreprises elles décident de soutenir un athlète plutôt qu'un autre. Ça peut être un athlète qui envoie un peu plus de nouvelles, qui fait des petites réunions à la fin d'une année avec les sponsors pour les remercier, ou bien qui envoie qui envoie plus de mails, qui envoie plus de contenu médiatique. Et je pense que c'est toutes des petites choses qui font qui pèsent dans la balance si on veut pouvoir avoir des sponsors. Donc, c'est cette agence de com qui fait un peu office de manager pour toi, parce que c'est eux qui vont te trouver les sponsors? Non, alors en fait, eux, ils m'aident. En fait, je peux leur demander ce que j'ai envie, mais moi, ils m'aident pour faire le dossier sponsoring où en fait, ils me font un contenu visuel où moi, je donne tous les textes, je choisis les photos, mais eux, ils font toute la mise en page avec quelque chose c'est de... plus une agence RP, entre guillemets, mais après, c'est à toi d'aller chercher tes sponsors, quoi.
Oui, en fait, si j'avais envie, je pourrais leur demander d'aller me chercher les sponsors. Après, c'est sûr que si on demande ça, ils prennent aussi une commission Ils dessus. prennent une commission, bien sûr. Exact, ce qui est totalement normal. Mais c'est vrai que pour moi, c'est aussi, enfin, j'ai toujours eu envie d'aller, moi, vers les sponsors. Je trouve que ça fait partie du métier, ça fait partie de cette organisation qu'on doit avoir comme on parlait avant, ou bien de l'école de vie qu'est le sport. C'est vrai que ça nous apprend plein de choses. Et puis, d'un point de vue administratif, on apprend aussi beaucoup quand on doit aller justement aller vers des directeurs d'entreprise, se présenter, savoir quoi dire, savoir qu'est-ce qu'on va pouvoir leur proposer en échange de leur contribution financière. Mais oui, après moi j'ai toujours voulu vraiment garder ce côté-là, de que ce soit moi qui envoie tous les dossiers chaque année, que j'envoie moi les cartes de remerciement. Et puis après la boîte de com qui m'aide, par exemple, on fixe quelques jours dans l'année où là, on va faire un shooting photo et puis je prends enfin, c'est moi qui choisis les différents sponsors que j'ai envie de mettre en avant sur le shoot. Et puis après, ils m'envoient les liens photos et après moi, je les envoie aux différents sponsors. Ok. Tu parlais tout à l'heure des primes qui étaient moins taxées en Europe par rapport aux États-Unis, du coup. Qui est un petit détail que j'ignorais complètement d'ailleurs. Euh, Si tu compares les primes sur Xterra versus Cross ou versus la route, il y a des différences importantes? Ah, je pense qu'on s'en sort bien en Xterra. Non, il y a de plus en plus de prize money. En plus, là, avec le short track, il y a, bah justement, ça fait 2 jours de course, donc un peu plus de prize money. Pour une victoire sur short track, on est à 1002. Et puis, sur une victoire sur un long, ça dépend des longs que c'est, mais ça peut aller ouais, jusqu'à si c'est pas une Coupe d'Europe, donc si c'est une des manches principales du circuit, sans que ce soit un championnat, on monte à 2002. Et puis, et après, sur les championnats d'Europe, il me semble que la victoire, elle est à 7000. Et puis, 25 000 pour le champion du monde. Et puis après, il y a encore des primes pour, bah là, cette année, pour celui qui gagnait le, la série mondiale pour les short track. Et ben là, il y avait une prime supplémentaire. Et puis, et après, sur le cross triathlon, c'est les mêmes primes que pour la course. Et, et puis, bah, c'est vrai que quand on regarde par rapport au triathlon sur route, je pense qu'on a quand même des bonnes primes. Après, de là à en vivre, ça dépend de où on vit, je pense. Mais bah après, c'est vrai que pour la finale qui était à Hawaï jusqu'à maintenant, ils enlevaient 30% si on n'avait pas un compte aux États-Unis. Donc, ce qui était le cas pour les Européens. Et là, ils enlevaient 30%. Après, c'est vrai qu'avec toutes les primes, enfin, en tout cas pour ma part, faut quand même enfin, on doit les déduire, enfin, Le déclarer comment on pour dit, les impôts. voilà, exactement, les déclarer pour les impôts. Donc, on a quand même une taxe dessus. Ça dépend quel montant on arrive à la fin de l'année, mais on n'est jamais à 30% en moins. Donc clairement, ouais, Mais maintenant pour nous, c'est bon, bien. 25 000 euros, on va pas cracher dessus, hein, c'est pas mal, mais je veux dire, pour un champion du monde, regarde un petit peu ce que tu gagnes. Alors, j'ai pas les montants exacts en tête, hein, mais regarde ce que tu gagnes quand je sais pas, tu gagnes le Tour de France, ce qui est un peu l'équivalent tu vois. Ouais, on reste sur je disais que c'était bien, mais pour le monde du triathlon, quoi. Bah, Ouais, même enfin, quand c'est tu gagnes bien, Hawaï, mais t'es pas à 25 000, t'es bien au-dessus, quoi. Donc, je sais pas si, effectivement, déjà, t'as l'incertitude d'être sûr de gagner une course, parce qu'on pourrait se dire, bon, allez, 1200 ou 2200 ou 3000 sur des courses, entre guillemets, qui soient pas les championnats d'Europe ou les championnats du monde. Ça n'empêche que tu vas pas en faire tous les week-ends. Et même si t'en fais tous les week-ends, c'est pas dit que tu les gagnes. Donc, t'as, même si tu en gagnes une, il faut que tu en gagnes au moins une par mois, quoi, tu vois, et t'en c'est as ça. pas Donc, une. Enfin, tu vois, t'en as pas une le par mois. revenu, Donc, il est pas assuré. en tout cas, pas uniquement ça, c'est un peu l'argent de poche, quoi. C'est un peu enfin, j'imagine, je pense pas qu'il y ait beaucoup d'athlètes en triathlon et encore plus en cross qui se disent je vais vivre des prize money. Non, non, alors clairement, je pense que les prize money, comme vous dites, on n'arrive pas à en vivre. En fait, si on fait une bonne saison, et ben du coup,
on peut mettre un peu de côté pour l'année suivante, mais personnellement, moi, je compte pas sur les prize money pour vivre et puis pour faire mon budget. Pour moi, c'est bonus. Et puis, je trouve qu'aussi, ça enlève un peu enfin, c'est pas très sain, en fait, de faire son budget en prévoyant le nombre de courses qu'on va gagner parce qu'on peut être blessé en début de saison et au final faire 0 course ou bien avoir des hauts et des bas et puis une année on fait une super saison et l'année d'après on fait rien du tout. Enfin, je trouve que les prize money ça doit rester ça doit rester le petit plus, mais que ça doit pas être notre motivation à faire la course. C'est un peu comme le sales qui a son salaire variable en fonction de ses objectifs. Finalement, c'est un peu pareil. C'est des commissions que tu as en fonction de tes performances. Ouais, et du coup, effectivement, si on fait le parallèle en fait avec le cyclisme, je me souviens à l'époque où je m'entraînais en Colombie, je roulais parfois avec des cyclistes pros qui étaient très très bons en VTT. Mais juste, ils étaient passés sur route pour la simple et bonne raison que ça paye beaucoup mieux, quoi. Parce qu'en VTT, ça payait super mal, quoi. Tu gagnais une course de VTT, tu recevais une chambre à air, quoi. Allez, un pneu, une paire de pneus. Enfin, tu vois, vraiment, c'était des trucs. Alors que c'est des gammes, mais ils étaient monstrueux, quoi. En termes de niveau, c'était assez incroyable. Et ça, je pense que c'est beaucoup lié au fait que tu as une présence de sponsors sur la route que tu n'as pas, ou en tout cas que tu as beaucoup moins visuellement, tu vois, sur des circuits cross, euh, parce que tout simplement, t'as moins accès, tu vois, le public peut moins venir au bord de la route parce que c'est des petits chemins, c'est des petits single track. Là où, tu sais, je sais pas, typiquement, tu regardes une étape du Tour de France, ouais, le nombre de supporters que tu as au mètre carré et le nombre de visibilité aussi, parce que t'as un hélicoptère qui filme, tu vois, avec ou des drones qui filment par au-dessus et tu vois les sponsors. Tu vois, c'est ça aussi, hein, finalement, les sponsors, ils payent pour ça. Ils payent pour de la visibilité. Et je crois que c'est la visibilité que tu peux beaucoup moins donner en cross que sur route. Mhm. Non, alors c'est sûr. Après, c'est vrai que de comparer le triathlon qui existe depuis une trentaine d'années avec du cyclisme où au final c'est un peu comme le foot, c'est quelque chose de presque ancré dans certains pays. Donc, si on regarde les premières éditions du Tour de France, il y avait jamais autant de monde que maintenant. Alors après, c'est vrai qu'il faut aussi être un petit peu patient et puis laisser le temps au sport, à la discipline de se développer. Et là, c'est vrai que sur le cross triathlon, on n'a jamais la même visibilité que sur le VTT, mais ouais, ça fait 5 ans, un peu plus que je suis sur le circuit. Et puis là, quand même, on voit que chaque année, il y a toujours plus de participants et puis plus de gens, de sponsors qui sont motivés à venir, à s'investir dans la discipline. Mais c'est vrai que maintenant, c'est quand même difficile d'en vivre, mais ouais, je pense qu'on doit quand même être patient et puis laisser un peu du temps à notre sport pour qu'il se médiatise et puis à l'organisation aussi. Après, l'organisation d'Xterra, ils essayent chaque année de faire toujours plus au niveau médiatique. Ils sont quand même assez bien. À chaque élite, ils nous fournissent quelques minutes après l'arrivée enfin après la course, on reçoit un lien avec toutes les photos. Donc ça, c'est quand même un plus. De permettre aux athlètes de pouvoir améliorer la visibilité de ce circuit-là. Et puis après, là, depuis cette année, ils ont fait le circuit du short track où à chaque fois c'est filmé, diffusé en direct, où finalement ceux qui ont les abos sur Triathlon TV, ils peuvent suivre nos courses aussi. Donc ça c'est quand même un plus. Donc on voit que ça reste pas un peu enfin que le côté médiatique il reste pas en stand-by. Ils ont cette volonté de s'agrandir. Et puis pour l'année prochaine, il y a plein de nouveaux projets. Il y aura des nouveaux short track, il y aura un nouveau circuit sur la distance reine où finalement ce sera beaucoup plus clair aussi pour les élites, les price money qu'il y aura, lesquelles sont vraiment importantes, où jusqu'à là c'était toujours un petit peu flou, où au final on retrouvait enfin il y avait quelques courses où on retrouvait tous les élites, mais pas sur toutes les courses. Alors là ils ont aussi cette envie-là qu'il y a un niveau assez dense sur toutes les courses principales où est-ce qu'il y a de l'argent, et puis que les autres où c'est un petit peu moins important, au final, il n'y a pas de départ élite, c'est seulement pour les age groups. Et puis, essayer un peu justement de se médiatiser, de se démarquer, et puis qu'on se fabrique un peu notre propre image. Ouais, c'est sûr. C'est une tendance générale, hein. La Super League, pareil, hein,
C'est aussi des formats beaucoup plus télévisés, télévisables. Voilà, parce que c'est plus long. Alors bon, il y en a quelques-uns, je pense, qui ont passé nuit blanche ce week-end parce qu'il y avait les championnats du monde à Hawaï et que avec le décalage, bah forcément, c'était pendant la nuit pour nous. Enfin, pour nous qui sommes en Europe, en tout cas, on a des auditeurs un petit peu partout dans le monde et Et puis surtout la que cette année, il y majorité avait les d'entre nous, femmes je et pense. les hommes après, et pas tout en même temps. Ouais, exactement. Donc ça faisait 2 nuits blanches. Euh, donc bon, il y en a quelques-uns qui se tapent, tu vois, 10 heures à suivre un stream. Euh, c'est pas le cas de tout le monde et c'est clair que des formats style Super League, je crois que ça aide beaucoup aussi. Et pareil, les short track dont tu parlais tout à l'heure, bah pareil, c'est aussi dans cet esprit-là. Donc on voit bien que le triathlon clairement est en pleine croissance, ça c'est sûr. Il y a de plus en plus de gens qui s'y mettent et je pense que le cross aussi, il y a encore un énorme potentiel là-dedans. D'ailleurs, on en a déjà parlé un petit peu sur le podcast, c'est ça qu'on n'a pas mentionné les épisodes, mais on a eu celui de Florian Badou qui est l'organisateur du Xterra Belgique. On a eu Francky Batelier qui était, Manu, tu me dis si je me trompe, mais champion du monde Xterra en Ouais. Et champion combien d'Europe de en l'année? Non, 2008, je crois. Ok. voilà, 2008. Euh, je- Championnat d'Europe ou. Les deux. Oui, c'est ça, les deux, ok, d'accord. Les deux, donc voilà, Francky Batelier, qui d'ailleurs, je pense, a commenté les championnats du monde, etc., Ouais, pendant le live, il me semble, récemment. je confirme. Euh, voilà, et alors on a eu aussi Yvan Veloso, qui lui a fait pas mal d'Xterra, notamment au Brésil, et qui a été à Hawaï aussi plusieurs fois, il me semble, pour les championnats du monde cross. Donc, Ouais. donc voilà, et ça fait, et puis bah, voilà, maintenant on a Lohan, donc et je pense qu'on va en avoir quelques-uns aussi, il y en a encore d'autres de prévus, donc on va essayer d'aborder de plus en plus aussi cette discipline qui monte. En tout cas, moi j'ai trouvé ça super intéressant, tout le partage que tu pouvais faire justement sur les à côté de l'entraînement, parce qu'il y a l'entraînement, il y a les compétitions, mais il y a aussi bah, tout ce qu'il faut faire à côté pour pouvoir mettre en place tout ça. On en a parlé, la partie professionnelle, la partie organisation du temps aussi, et puis bah, évidemment la partie revenu. Euh, Toi, tu me disais en début d'épisode que bah, tu prévoyais de revenir aussi un petit peu sur le triathlon de route. Est-ce que tu prévois de switcher vers le triathlon de route ou de garder ça en complément et d'essayer d'avoir une double carrière en parallèle? Ben, en fait, j'aimerais bien ouais, faire les deux. Donc, pour la saison 2023, je vais déjà commencer avec les National League. Donc, c'est le circuit suisse en route. Donc, ça, c'est ce que j'aimerais faire l'année prochaine, déjà commencer avec ça, voir où est-ce que si ça me permet d'avoir déjà des qualifications pour des Coupes d'Europe. Et puis en début de saison, on a toujours aussi les tests internes, c'est les tests pour les cadres nationaux. Donc ça, j'y prendrai part également. Et puis après, de garder les courses principales sur l'Xterra. C'est vrai que j'aimerais pas tout de suite fermer la porte de l'Xterra. Bon, déjà parce que j'adore ça, parce que l'ambiance est juste incroyable. Enfin, il y a comme cet esprit de famille dans l'Xterra qu'on retrouve, je pense, pas sur tous les circuits, et puis où ça me tient à cœur de continuer à concourir. Et puis après, il y a quand même des résultats qui me manquent, et puis que j'aimerais bien avoir sur le circuit, etc. Et puis après, ben, l'objectif qu'il y a sur ça, ce serait 2028, donc une qualification pour les Jeux de Los Angeles sur route. Et puis, donc, d'ici là, justement, c'est un petit plan qu'on a mis en place d'essayer de tout faire pour y arriver. Et puis, bah, 2028, après, on verra peut-être que ma carrière sportive s'arrêtera là. Mais d'ici là, enfin, le but, c'est de mettre ouais, toutes les chances de mon côté pour arriver à cet objectif-là. Énorme. Ouais, Tu disais tout à l'heure que tu avais commencé l'athlétisme, enfin, que ce soit à l'école ou l'athlétisme, tu n'étais pas très assidu. Là, tu nous parles des JO 2028. Il y a eu un déclic. Il est arrivé comment ce déclic?
C'est au moment où tu as vu tes performances, tu t'es dit, en fait, ça vaut la peine. Je pense qu'il y avait déjà quand même une histoire que ma maman elle m'avait racontée. Une fois, je passais presque pas l'année, je crois. Et puis elle m'avait dit, ah, tu sais, Loane, moi, quand j'ai fait mes études, il y avait un prof qui m'a dit, tu vas jamais réussir de toute manière à avoir ton diplôme. Et puis elle était là, non, je veux l'avoir. Et puis du coup, enfin, elle a bossé comme jamais. Et puis au final, elle a eu une mention à la fin de ses études. Et puis moi, ça m'avait beaucoup touchée, marqué cette histoire-là. Et puis, bah, au début, c'était un peu par mimétisme que justement que j'ai voulu aussi m'investir plus. Et puis aussi, je me suis dit, c'est pas parce que les autres ils croient pas en nous que qu'en fait on peut pas y arriver. Et puis bah justement je m'étais beaucoup plus investie, j'avais un objectif. Et quand j'avais fait mes premières études, après j'avais aussi fini avec une mention. Et puis bah pour moi c'était aussi assez significatif. Enfin c'était juste une victoire personnelle de me dire ah, ok, si tu travailles tu y arrives. Et puis de voir aussi que les gens y croyaient en moi, que dans ces études là justement j'avais rencontré une doctoresse qui ouais, c'était des petites choses, mais beaucoup de compliments sur la manière dont je travaillais, que j'étais investie, que j'étais passionnée, enfin des choses qui nous touchent quand on est adolescent et puis qui nous donnent la motivation à avancer. Et puis c'est vrai qu'en parallèle, quand j'ai commencé le triathlon, j'avais un super entraîneur, en fait, moi j'adorais m'entraîner avec le sourire. Et puis ouais, je pense que ouais, j'étais une adolescente où j'arrivais toujours un petit peu fofolle à l'entraînement et que je trouvais ça fun. Et puis lui, ouais, il trouvait ça bien, il trouvait ça positif. Et puis il le soulevait et il était là, allez, on faisait notre condition physique avec le sourire. Et puis ouais, je pense que c'était un bon motivateur pour commencer. Euh, et puis après, de voir qu'en final, en travaillant, en s'investissant, en étant un peu assidu, que j'arrive à avoir des résultats, ça m'a motivée. Et puis, je pense qu'après, on entretient cette petite graine pour essayer de faire pousser quelque chose. Et puis, bah, c'est vrai qu'il y a quand même enfin, un monde entre la personne que je suis maintenant et puis il y a 10 ans en arrière où au final, ouais, je voyais pas l'intérêt de travailler et puis je préférais faire des bricolages le soir plutôt que de donner le maximum pour le test que j'avais le lendemain. Donc, c'est vrai il y a quand même, ouais, il y a quand même deux mondes. Et puis, c'est un cercle où, quand on a goûté à la victoire, quand on a goûté à la bonne note ou à soulever une banderole d'arrivée, et ben après, ça nous procure des émotions, je pense, où après, on a envie de les retrouver. Et puis, une satisfaction aussi personnelle, vraiment que quand on voit qu'on s'est fixé un objectif et puis qu'on a tout fait pour y arriver, même s'il y a pas la bonne note, même s'il y a pas la victoire, et ben on a justement ce sentiment d'avoir tout fait pour y arriver. Et puis ça, je pense que c'est quelque chose que ouais qu'on peut pas nous retirer et puis qui entretient la motivation et qui nous donne envie d'avoir d'autres objectifs comme ça. C'est fou le pouvoir des mots, hein, comme quoi parfois des petits, tu vois, un petit truc qu'on va dire à quelqu'un, ça va lui changer la vie. On s'en rend Mhm. pas forcément compte, tu vois, mais juste le fait d'être parfois bienveillant et tu vois, de faire un petit compliment, ça peut changer une vie, quoi. Ouais, c'est Ça vrai, reste dans la surtout tête. Et, non, mais c'est vrai. ouais, surtout chez les adolescents et puis Oui, chez les jeunes, ouais, les jeunes. chez les jeunes. Et puis c'est pour ça que je trouve que les entraîneurs qui forment que ce soit dans n'importe quel sport, mais quand tout d'un coup on voit justement des entraîneurs qui sont passionnés et puis qui travaillent pas juste pour avoir la gloire à travers leurs athlètes, mais qui aiment juste le sport et puis qui travaillent pour le sport et puis et on voit qu'ils ont cette passion à transmettre aux jeunes. Et puis ça, je trouve que c'est, ouais, souvent on les remercie pas assez ces entraîneurs-là, mais je pense que ouais, aujourd'hui on peut, enfin tous les entraîneurs qui sont comme ça, je pense ils se reconnaîtront, mais ouais, on peut les remercier parce que ouais, je pense que si vous posez des questions à n'importe quelle élite, il saura retrouver ces entraîneurs-là et puis ils vous diront que ça nous fait grandir et puis que justement que ça aide à trouver l'envie. Et puis, ouais, quand on nous a transmis cette passion-là, et ben après, c'est pour toute la vie. Puis c'est quelque chose qu'on a aussi, après, nous, personnellement, envie de redonner à d'autres jeunes ou bien aux personnes qu'on côtoie. Mhm, mhm. Ah, ça me fait penser, ça me laisse croire que après ta carrière de sportive, peut-être que tu aimerais bien te mettre dans l'encadrement sportif, non?
Euh, Pas forcément dans l'encadrement sportif, mais bon, là, j'ai déjà un peu un pied dedans. Il y a quelques années, on m'a demandé d'être ambassadrice d'une association qui soutient le sport-études. En fait, en Suisse, c'est vraiment difficile, le sport-études. Il n'y a pas beaucoup d'aide. Pour les gymnases, il y a il y a quelque chose qui est mis en place pour avoir, justement, pour pouvoir faire son bac pour les Français qui nous écoutent en même temps que les études. Après, si on va à l'université, c'est plus facile d'avoir un aménagement qui est mis en place. Mais par contre, si on veut faire en Suisse, on a beaucoup d'apprentissage. Enfin, c'est quelque chose qui est très reconnu, qui est valorisé, et puis que on sait très bien former les jeunes avec l'apprentissage. Mais par contre, si on veut faire, je sais pas si on veut travailler dans le commerce et puis du coup qu'on doit faire un apprentissage, mais qu'à côté on a une carrière sportive, et ben en fait il y a rien qui est mis en place jusqu'à maintenant. Et du coup il y a cette association il y a quelques années qui m'a demandé si je voulais être ambassadrice parce que par rapport à mon passé, en fait, j'avais fait un apprentissage, mais en école, puis j'avais pas eu d'aménagement. Et ils trouvaient que c'était un bel exemple, que j'aurais des conseils à donner un peu aux jeunes. Et puis, ben, eux, ils ont justement ce rôle-là d'encadrer les jeunes et puis de faire un peu tout ce qu'il y a. Avant, tu disais que j'avais pas mal soulevé ce qu'il y avait à côté du sport. Et puis, bah, c'est vrai que pour moi, c'est quelque chose qui est important et puis que souvent, on n'en parle pas forcément assez. Et puis, on ne se rend pas compte de la charge que ça peut imposer aux jeunes ou aux élites. Et puis, c'est quelque chose qu'on ne nous prépare pas forcément. Tout d'un coup, du jour au lendemain, on se retrouve à devoir gérer plein de choses. Et puis, oui, ça tombe un peu comme ça. Et donc là, cette association, elle a pour but d'aller vers les entreprises et puis déjà de leur demander s'ils ont envie d'encadrer un jeune qui fait du sport d'études pardon, du sport d'élite. Et puis après, ils vont aider aussi les jeunes à trouver les arrangements avec la direction des entreprises. Et puis, ils parlent aussi à la famille de ce qu'il faudra mettre en place et puis de l'importance qu'ils ont. Et puis, ils essayent un peu de mettre des liens entre tout ça pour que le jeune il ait un cadre qui soit stable et puis propice à ce qu'il puisse faire des bonnes performances et puis qu'il ait des bonnes notes à l'école. Et c'est vrai que bah, je suis super contente qu'ils aient mis ça en place. Et puis, et là, c'est quelque chose que pourquoi pas de m'investir un peu plus après ma carrière. Ouais, Comment je pense s'appelle l'association? ouais. L'association Cœur d'As. Cœur d'As. Ok, super. C'est noté. On les salue. Euh, Aujourd'hui, je pense que clairement, on peut dire que tu es compétitive. Tu te qualifierais de compétitive, j'imagine, non? Oui, Oui, ok. Tu l'étais peut-être pas forcément à l'époque. pas du tout. C'est quelque chose. Non, mais enfin, c'est marrant, ça soulève une question. Bon, on va pas rentrer dans un débat philosophique, mais tu vois, est-ce que, enfin, du coup, on ne naît pas forcément compétitif. On peut le devenir. Tu vois, parce que souvent on dit, ouais, mais c'est dans ma personnalité, je suis quelqu'un de compétitif, tu vois. Donc, est-ce que c'est quelque chose, bah voilà, ça fait partie de toi, t'es comme ça, c'est ta nature, ou bien est-ce que c'est un truc qui vient aussi avec le temps? Et je pense qu'en fonction de enfin, tu vois, en fonction de ton parcours, en fonction de ce qui s'est Mm. passé aussi dans ta vie et tout ça, tu peux devenir compétitif ou non. Oui, oui. Et je me reconnais un petit peu hein, dans ce que tu dis. Je veux dire, moi à l'école, j'étais pas spécialement, enfin, je faisais le minimum pour passer, mais je cherchais pas du tout, tu vois, aller chercher les mentions, la distinction, etc. C'était pas quelque chose qui me drivait. Euh, mais bon, quand j'ai découvert le sport, bah, tu vois, je me suis découvert aussi, et le monde du monde professionnel aussi, tu vois. Parce que bon, tu peux être aussi compétitif dans le monde professionnel, où, tu vois, où tu te dis, bah, j'ai toujours envie de faire mieux et j'ai envie de, tu vois, d'évoluer. Et c'est quelque chose qui, je pense, a changé aussi. Et je pense que je pourrais aussi dire que je suis plus compétitif aujourd'hui que ce que je ne l'étais il y a 15 ans, il y a 20 ans. Bon, même si je suis pas compétitif à ton niveau parce que voilà, je suis pas pro, mais je reste un humble athlète amateur. Mais je vois tout à fait ce que tu veux dire et je pense on peut effectivement le devenir. Ouais, je pense que ça se cultive. Enfin, vraiment, la compétition, on n'a pas besoin d'être né compétitif ouais, pour être capable de faire des courses et puis avoir cette envie-là de gagner. Moi, quand j'étais petite,
c'était mon frère et ma sœur qui faisaient des courses de VTT. Du coup, des fois, j'allais avec. Et puis, au début, je faisais les courses de VTT. Et puis, j'arrivais, je sais pas, à 300 mètres de la ligne d'arrivée. Et je faisais coucou à ma maman. Des fois, je m'arrêtais ramasser des trucs par terre. Et puis, ma maman elle m'a dit, mais pourquoi tu fais les courses si tu nous fais coucou? Enfin, accélère un peu. À la fin, au moins, je me faisais dépasser sur la ligne d'arrivée, quoi. Et j'accélérais pas. Et puis, je trouvais ça plus marrant de dire coucou à maman et puis aux gens que de sprinter. Je voyais pas l'intérêt, en fait, de me dépenser dans une course. Et puis, ouais, après, c'est marrant parce que ça a un petit peu inversé les rôles. Mon frère et ma sœur, ils ont totalement arrêté la compétition. Et puis après, c'est moi qui suis venue. Mais ouais, le VTT, j'avais arrêté parce que ça me faisait trop mal aux fesses. Et puis, et puis après, ça avait changé. Tout d'un coup, mes parents, ils m'avaient offert un nouveau VTT et je sais pas, ils m'avaient pris une lubie d'aller à l'école à vélo avec mon nouveau super vélo tous les jours. Je pense que j'avais, je sais pas, peut-être 13 ans ou un truc comme ça. Alors, chaque fois qu'il faisait beau, je faisais 1 heure de vélo pour aller à l'école avec mon nouveau vélo. Et puis, enfin, ouais, c'était des petites choses comme ça. Mais Ouais, le vélo fait pas tout, le matériel fait pas tout, mais c'est vrai que quand tu as une nouvelle paire de chaussures ou un nouveau vélo, il n'y a rien à faire. C'est une belle Ça motivation motive. pour être entraîné. ouais, quand t'es petit, ça fait tout, hein. C'est clair. Moi, même Moi, quand je t'es pense que grand. même les plus âgés, tu sais, à mon avis, moi, ça marche encore. Bon, alors, le podcast s'appelle Devenir triathlète. Il y a une question qu'on pose souvent à nos invités, c'est comment devenir triathlète, justement. Bah, alors, pour toi, on va la pimper un peu. Ce serait comment devenir une cross triathlète. Je pense qu'il faut encore plus aimer la variété des sports quand on n'a pas seulement par exemple pour le vélo, on n'a pas seulement le vélo de route, on devra entraîner le vélo de route, on devra aimer le VTT, on devra entraîner aussi le cyclocross, on devra aller sur des pump track, faire éventuellement un peu de vélo de descente. Donc ouais, je pense que pour devenir cross triathlète, il faut encore plus aimer cette variété à l'entraînement. Donc, c'est aussi que c'est encore plus fun et puis que ça change encore plus. Et je pense qu'il y a aussi un peu cet amour pour la nature qu'on retrouve souvent chez les cross triathlètes qui aiment bien aller dans la forêt, qui aiment bien aller se balader. Et puis, ouais, aimer être à l'extérieur et puis découvrir aussi parce qu'il y a c'est vrai qu'avec le trail, avec le VTT, on aime beaucoup découvrir des nouveaux singles. Donc, il faut être aussi ouvert à ça pour devenir un cross triathlète. Ouais, super. Et puis, pour terminer, on demande toujours à nos invités où est-ce qu'on peut les retrouver sur les réseaux sociaux, même si tu disais que c'est pas forcément ce que tu apprécies le plus. Si justement nos auditrices et nos auditeurs veulent continuer à échanger avec toi, veulent aller voir ce que tu postes, les photos sont très sympas. Donc, dis-nous tout. Non, alors c'est vrai que je prends pas un plaisir à passer 1 heure sur les réseaux, mais par contre c'est quelque chose qui me tient à cœur quand même parce qu'il y a plein de gens qui me suivent et puis qui apprécient ça et puis enfin même si je suis pas une fan des réseaux, je suis quand même contente de pouvoir partager ça avec des personnes qui m'ont toujours suivi et puis je sais que pour eux c'est aussi important que je raconte un petit peu ce que je fais donc oui, j'ai les comptes un peu traditionnels, Instagram, Facebook. Et puis après, s'il y a des gens qui m'écrivent, je réponds volontiers. Et puis, j'essaye un petit peu de partager sur ces comptes mon quotidien de sportive. Super. Eh ben, écoute, Lohan, merci beaucoup encore une fois pour cet échange, pour tout ce partage, pour ce temps passé avec toi. On te souhaite une bonne continuation. Et puis nous, Olivier, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux épisodes. Yes, avec grand plaisir. Merci Lohan à toi, c'était super comme épisode et bonne chance pour la suite. Merci à vous et puis je me réjouis de suivre vos futurs podcasts. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'oubliez pas de rejoindre notre groupe Facebook pour discuter avec les invités, commenter et poser vos questions. Et Olivier et moi, nous vous répondrons dans un prochain épisode. À la semaine prochaine. Salut les sportifs.